BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, heure d'été, heure d'hiver, week-end de Pâques, le club du droit il est ouvert à tout moment pour vous aider sur BFM Business. Oui, Duralex, Sedlex, vous connaissez bien sûr. La loi, il faut bien la connaître, elle s'applique à tout le monde, les puissants comme les autres. Alors évidemment, on est là pour vous aider chaque semaine. Bienvenue dans le club du droit. Oui, on vous aide avec toutes sortes d'infos pratiques, d'infos juridiques, de bons conseils. L'acte de la semaine, dans 2 minutes, le dossier de la semaine, adopter l'enfant de son conjoint. Et puis également, vous prenez la parole chaque semaine au travers de notre adresse mail, le clubdudroit@bfmbusiness.fr. Vous nous posez vos questions et nos amis notaires vous répondent. On va démarrer ce club du droit comme chaque semaine avec Erwan Maurice et news de la semaine, ce qui s'est passé cette semaine. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan Maurice, on parle beaucoup des crypto-monnaies, le Bitcoin justement sur BFM Business, ça nous passionne tous, bien entendu, ça suscite toujours beaucoup de réactions. Le Bitcoin est-il un outil pour ne pas payer de succession? Quelles règles ça s'applique donc aux crypto-monnaies? Alors, il y a un véritable flou artistique autour de ça aujourd'hui, Fabrice, sur les actifs numériques. Effectivement, le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue, aucune qualification juridique. Donc finalement, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Zone de non-droit. Zone de non-droit. En revanche, les crypto-monnaies donc stockées sur un portefeuille électronique doivent normalement figurer dans la déclaration de succession depuis 2014. Obligation, voilà. Donc. Voilà. Mais dans les faits, rien ne vous oblige à le faire. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dissimuler des bitcoins, les placer sur une clé numérique et donner cette clé à qui vous voulez finalement. Comme ça. Voilà. Et donc finalement, Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, pas de droit de succession là-dessus. En revanche, il y a une réglementation européenne qui devrait voir le jour à ce sujet dans les prochains mois ou les prochaines années. Bon, on continue avec vous, l'immobilier. Erwan, oui, on reparle des taux d'emprunt immobilier qui ne devraient pas trop remonter cette année en 2018. Pas trop, effectivement. Ils étaient historiquement bas l'année dernière, autour de 1,5% en moyenne. Ils vont monter un petit peu selon le Crédit Foncier cette année, autour de 1,65%. Mais rappelez-vous, en 2011, on était autour de 4%. Donc on reste quand même, oublié, là. Voilà, rappelons-le, c'est important. On reste quand même foncier encore assez bas. Et dernière information, la France a le taux d'emprunt le plus bas d'Europe, encore aujourd'hui. La France, qui est la première nation étrangère à investir où ça? Au Portugal. Mais oui, 35 000 transactions ont été effectuées l'année dernière au Portugal par des étrangers, un tiers par des Français. Les Brésiliens arrivent en deuxième position, ils représentent 20% de ces acquisitions. Ouais. Et les Britanniques, 10% seulement, alors qu'en 2016, ils étaient les premiers. Mais voilà, Brexit oblige, ils prennent la troisième place. Quel profil? Essentiellement des retraités, mais également des actifs. Les nouveaux résidents au Portugal bénéficient d'une exonération d'impôts sur les 10 premières années de leur présence au pays, et exonération sur leurs revenus en provenance de l'étranger. Donc effectivement, c'est très favorable pour les Français qui souhaitent acheter au Portugal. Il y a un rush ou pas de l'immobilier? On a vu les prix grimper ou pas? Comme en France, plus 7% l'année dernière, mais les prix quand même restent 2 fois inférieurs à ceux de la France en moyenne. C'est bien, merci beaucoup Erwan Maurice. Tout de suite, l'acte de la semaine sur BFM Business. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Oui, on va avoir un duo de choc dans ce club du droit. Dans 10 minutes, vous allez retrouver Nathalie Cousigoussias et tout de suite, c'est Barbara Thomas-David. Bonjour maître. Bonjour. Notaire à Paris 14e. Alors en effet, je le disais, adopter l'enfant de son conjoint. Beaucoup de questions comme à chaque fois je vais vous poser. Il y a un principe tout d'abord qu'on va rappeler, maître. L'adoption, quel que soit le régime, il crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopter. Et c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez été adopté, on va le voir tout à l'heure de façon plénière ou de façon simple, il y a un véritable lien. Il y a un lien successoral, c'est-à-dire que vous allez hériter de la personne qui vous a adopté. Et puis, il y a des obligations. Il y a une obligation alimentaire, il y a une autorité parentale pendant que la personne qui est adoptée est encore un enfant. Donc, il y a tout un tas de liens juridiques qui se créent, des liens pérenne et définitif. Alors, vous avez eu raison de dire qu'il y avait adoption simple, adoption plénière. On va voir dans un instant le détail, mais qu'est-ce que ça signifie ces deux régimes ? Dans le cadre de l'adoption plénière, qui est l'acte le plus grave, il y a une rupture véritable. Quand vous dites grave, le plus important, quoi, quelque part. Voilà, oui. Il y a une véritable rupture avec votre famille du sang. C'est-à-dire que vous perdez la qualité
d'héritiers, d'enfants de vos parents par le sang, pour devenir l'enfant des personnes qui vont vous adopter. Ça, c'est l'adoption plénière. Et puis, il y a une formalité plus souple, notamment on pense aux familles recomposées qui souhaitent créer un lien. C'est l'adoption simple, il n'y a pas de rupture avec votre famille par le sang et il y a un véritable lien qui se crée avec votre famille adoptive. Et ça, il y en a de plus en plus donc des adoptions simples compte tenu finalement de l'explosion du nombre de familles recomposées. Tout à fait. Ce qui se passe souvent dans les familles recomposées, c'est qu'il y a une véritable cellule familiale qui se crée entre les parents et puis les enfants des précédentes unions. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, cette nouvelle cellule familiale va vouloir créer un lien pérenne et égalitaire. Et une des façons de le créer, c'est de faire des adoptions croisées. C'est-à-dire que chacun des parents va adopter les enfants de l'autre pour créer une véritable égalité, une véritable cohésion familiale. Alors quand même, plusieurs conditions communes, quel que soit le régime. Déjà, puisqu'on parle d'adopter l'enfant de son conjoint, il faut être marié avec le parent de l'enfant. Pas de Pax, pas d'union libre, pas de je ne sais quoi encore, concubinat. Vous avez la possibilité d'adopter l'enfant de votre concubin ou de la personne avec qui vous êtes. C'est possible, mais les conditions sont pas les mêmes, si vous voulez. Quand vous adoptez l'enfant de votre conjoint, vous avez notamment une fiscalité qui est beaucoup plus attractive, puisqu'il y a une véritable assimilation avec les enfants par le sang. Quand vous adoptez les enfants qui ne sont pas les enfants de votre conjoint avec qui vous êtes marié, il y a des formalités plus compliquées. Notamment, il faut que vous ayez élevé ces enfants au moins 5 ans pour pouvoir bénéficier de cette fiscalité avantageuse. Alors, conditions communes, on l'a vu. L'époux doit donner son consentement, nécessairement. Bien sûr. Ça me paraît évident, bien sûr. Bien sûr. Alors, avoir au moins 10 ans de plus que l'enfant, ça, je ne savais pas. Pourquoi ? Je pense que c'est une histoire c'est la loi qui a voulu ça, c'est une histoire de maturité pour qu'il y ait un véritable écart générationnel entre l'adoptant et l'adopté. Bien. Alors, adoption simple, adoption plénière. Donc, il y a 2 régimes différents, des conditions différentes. Expliquez-nous donc, Barbara Thomas-David. Alors, en matière d'adoption plénière, les conditions sont plus drastiques. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 ans, c'est 15 ans de différence. La personne qui adopte doit minimum avoir 28 ans. Et puis, il va falloir élaborer tout un processus d'agrément. C'est-à-dire que d'une part, comme il y a une rupture du lien du sang, les parents par le sang doivent donner leur consentement. Et puis si malheureusement la personne adoptée n'a plus ses parents, par exemple c'est une pupille de l'État, eh bien il va y avoir un dossier d'agrément de mis en place. Et ce n'est que quand cet agrément sera obtenu que vous allez aller au tribunal pour faire une requête en adoption. Donc un certain nombre de conditions particulières pour l'adoption plénière. L'adoption simple. L'adoption simple, c'est plus simple, comme son nom l'indique. Tout juste. C'est plus simple parce qu'il faut simplement un consentement à adoption, d'une part du mineur s'il a plus de 13 ans, et puis des parents de ce mineur. Il y a un consentement à adoption. Une fois que ce consentement est acquis, vous faites une requête auprès du tribunal. Et si, dans l'intérêt de la famille, eh bien, cette adoption est envisageable, eh bien, elle est prononcée. L'enfant doit toujours donner son accord ? À partir du moment où il a 13 ans, il doit donner son accord. Voilà. On peut adopter un enfant majeur ou pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il doit évidemment aussi donner son accord, vous imaginez bien. Mais là, ses parents, par le sang, n'ont pas besoin de donner leur accord, bien entendu. Fait. Où est-ce qu'on s'adresse en général ? Parce que vous m'avez parlé du tribunal. Bon, ça se fait au final devant le tribunal, mais ça se prépare où ? Chez vous, Alors par exemple ? oui, ça se prépare chez le notaire, parce que le consentement à adoption se fait devant le notaire. C'est une des premières étapes. Donc, vous allez voir votre notaire qui va vous expliquer finalement, lorsque vous souhaitez par exemple adopter les enfants de votre conjoint, l'ensemble du processus, et puis qui va vous préparer ce consentement à adoption et puis vous orienter ensuite pour qu'il y ait une requête qui soit faite au tribunal. Juste une parenthèse, l'adoption elle est permise aux couples homosexuels ou pas actuellement en France, compte tenu de la nouvelle loi, la loi Taubira de, je sais pas, il y a 3-4 ans à peu près ? Tout à fait. Ça c'est possible. Un couple marié peut conjointement adopter un enfant. Vous savez qu'on ne peut pas, adoption sur adoption ne vaut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas adopter plusieurs fois une même personne, sauf
pour un couple marié. Et ce couple marié, il peut être composé d'un homme ou une femme, ou de deux femmes ou deux hommes. D'accord, donc ça c'est très clair. Est-ce qu'on doit justifier sa motivation si j'ai envie d'adopter l'enfant, le fils ou la fille de ma conjointe, éventuellement? Je dois dire pourquoi j'ai envie de l'adopter ou pas? Oui. Ça se motive Lorsque vous faites votre requête auprès du tribunal de grande instance, vous avez un exposé des motifs pour lesquels vous souhaitez adopter une personne. Et le tribunal est souverain pour dire ça j'accepte ce motif ou ça je le refuse. Ça relève du pouvoir souverain du tribunal, tout à fait. Si l'adoptant a des enfants, est-ce qu'il doit également demander l'accord de ses enfants? Je pense juste à des règles, un problème de succession tout simplement, parce que si on rajoute un enfant finalement dans la succession, il y aura des parents moins pour ceux qui existent actuellement. Tout à fait, mais non, il n'a pas à demander, le consentement de ses enfants. Bon, donc voilà. Les conséquences, maintenant, on l'a vu, et vous nous le disiez tout à l'heure en préambule, l'adoption crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, donc ça veut dire que on va partager l'autorité parentale avec le conjoint. Et ça, c'est important. Hein. Bien sûr, oui. On partage l'autorité parentale. Il y a une obligation alimentaire qui se crée. Et enfin, il y a des droits dans la succession de la personne qui adopte, dont va bénéficier l'enfant, qui est un enfant qui va avoir un droit à réserve héréditaire. C'est-à-dire que la réserve héréditaire, comme vous l'expliquiez justement tout à l'heure, elle va être partagée entre tous. Il y a un véritable lien qui se crée. L'enfant adopté devient donc notre héritier à part entière, à égalité avec les autres. Il n'y a pas lieu de distinguer, tout à fait. Le nom va être ajouté à celui de l'enfant ou pas? Tout à fait. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Bon, on va parler d'une chose qui fâche aussi. Les impôts, d'un point de vue fiscal, qu'est-ce que ça induit comme conséquence? L'adopté va être taxé sur les mêmes bases que les descendants, il y aura les mêmes droits, devoirs? Alors, pour une adoption plénière, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une assimilation totale. Par contre, en matière d'adoption simple, le principe, c'est que la personne qui est adoptée ne bénéficie pas du même régime que les enfants. Il faut des conditions particulières. Une de ces conditions, c'est être adopté par le conjoint marié de son parent. Là, c'est une cause d'assimilation, c'est-à-dire que vous allez payer des droits classiques entre parents et enfants, c'est-à-dire abattement de 100 000 € et puis taxation à 20%. Mais si il n'y a absolument aucun lien de parenté, les droits, c'est 60%. Donc, attention, ce n'est pas automatique, il y a des conditions particulières. L'autre condition, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est avoir élevé pendant 5 ans maximum, pendant sa minorité, la personne adoptée. Là aussi, il y a une assimilation et des droits à 20%. Je comprends. Une adoption, c'est irrévocable ou on peut revenir dessus? Une adoption plénière, c'est irrévocable. Une adoption simple, il y a des causes légitimes pour demander la révocation pour motif grave. Et là aussi, ça relève du pouvoir souverain du juge. Bon, en tout cas, il faut s'enseigner chez le notaire, la notaire, bien entendu. Barbara Thomas David, notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, maître Thomas David. Après Barbara, voici Nathalie. Passez-moi le notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Nathalie Cousigou-Suas, bonjour maître. Bonjour à tous. Notaire dans le 5e arrondissement de Paris, je rappelle. Hein. Merci à tous, merci à toutes pour vos questions sur l'adresse leclubdudroit@bfmbusiness.fr. On va en prendre une première. Vous êtes prête, maître? Olivier, il est à Mulhouse, c'est dans le Haut-Rhin, bien entendu, qui nous dit: j'ai l'usufruit d'une maison que j'ai mise en location. Le nu propriétaire est mon fils. Il souhaite hypothéquer sa nue propriété. En a-t-il le droit? Alors, qui fait quoi? À qui est la maison? Vous avez compris ou pas? En fait, il y a ce qui s'appelle en droit un démembrement. C'est-à-dire, vraisemblablement, Olivier a dû la donner à son fils en nue propriété. C'est-à-dire que le fils est déjà propriétaire, mais Olivier s'en est réservé l'usufruit, c'est-à-dire le droit de rester à vie dedans ou de louer, sans avoir demandé l'autorisation de son fils, qui est d'ailleurs le cas, il nous dit qu'il la loue, Olivier, sa maison. Donc, il y a en fait deux propriétaires qui réunis forment une même propriété, oui, si alors, on peut dire. Juste, vous parlez de l'usufruit. Comment ça fonctionne, l'usufruit? C'est quoi le principe? Eh bien, l'usufruit, en fait, c'est
par essence un droit viager, c'est-à-dire ça s'éteint au décès de la personne, en ce sens que c'est pas transmissible. Et l'usufruit, c'est le droit d'habiter, de jouir des biens, de louer les biens sans avoir à demander l'accord du nu propriétaire. Alors c'est ça, usufruitier, nu propriétaire, qui peut faire quoi donc dans cette histoire? Le nu propriétaire, en fait, il est propriétaire, mais c'est grevé de pouvoir, de ce qu'on pourrait dire d'un super locataire. C'est-à-dire que ces droits, ils sont existants, mais il ne peut pas vraiment les utiliser tant que l'usufruitier utilise le bien. C'est ça, l'usufruit, c'est un droit temporaire Oui, viager. viager, Alors, qui peut être, qui d'ailleurs, alors que la c'est propriété... souvent viager, Oui. mais ça peut être aussi un usufruit d'il y a temps. Hein. Mais généralement, il est viager, l'usufruit. C'est quoi les règles en matière d'entretien, de charge? Alors, la bonne question, bah, c'est réglé par l'article du Code civil, toujours là. Toujours là devant vous, Code, Nathalie 605 et 606. En fait, en substance, les réparations d'entretien, c'est l'usufruitier. Les grosses réparations, c'est le nu propriétaire s'il n'en a pas été convenu autrement dans l'acte de constitution, parce que c'est des règles de principe, mais auxquelles on peut déroger. Alors, dans le cas présent, alors je reprends la question d'Olivier Amelouz, pourquoi le fils, par exemple, voudrait hypothéquer sa nue propriété, par exemple, je sais pas, emprunter, donner en garantie à la banque? Oui, c'est ça. Mais je suis pas sûre que la banque, elle y ait beaucoup intérêt, parce que, en fait, le fils d'Olivier, il a tout à fait le droit d'hypothéquer sa nue propriété, c'est prévu par le Code civil, mais en réalité, j'ai envie de vous dire, c'est un peu de poudre aux yeux pour la banque, parce que si le fils d'Olivier ne remplit pas ses obligations, la banque, elle ne pourra pas saisir le bien tant qu'il y aura l'usufruitier. Elle ne pourra saisir le bien. La saisie immobilière de la nue propriété, elle est possible ou elle n'est pas possible? Elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Enfin, elle est possible, certes, mais que de la nue propriété. Or, comme l'usufruitier, on ne peut pas le déloger, ça veut dire qu'en fait... Donc pas d'expulsion possible? Non, pas d'expulsion. Et ils ne pourront saisir, enfin le créancier ne pourra saisir la pleine propriété que, on dit, lors de la réunion de l'usufruit sur la tête du nu propriétaire, le rendant plein propriétaire. Bon, le mieux, ça serait peut-être pour lui de recourir à une caution bancaire, non? Oui, non? Mais en fait, je ne pense pas que la banque accepte, tout simplement, parce que ça ne va pas l'intéresser. Ils ont des juristes aussi, quand même, nos banquiers. Bon, on va prendre la question de Aude à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, bien sûr. Alors, qui nous dit: mon mari est décédé. Je souhaite faire une donation-partage cumulative et faire intervenir mes petits-enfants. Peuvent-ils recevoir des biens provenant de la succession, sachant que leurs parents, donc mes enfants, les enfants de Aude, sont toujours vivants? Alors là, elle nous parle de donation-partage cumulative. Alors, à ne pas confondre avec... Conjonctive, belle manifestation de cette solidarité transgénérationnelle qu'on voit beaucoup dans nos études, des grands-parents qui se disent pourquoi j'aiderais pas plutôt mes petits-enfants. Alors rappelons... La donation-partage conjonctive, c'est ça. Voilà. Alors donation-partage conjonctive, en fait, c'est deux parents, qui aient des enfants communs ou non d'ailleurs, qui sont vivants et qui décident de répartir, alors tout ou partie de leurs biens, en s'en réservant éventuellement l'usufruit entre leurs enfants. Et ce qui est notable, une donation-partage, c'est que ça fige irréversiblement les valeurs et les enfants ne peuvent plus revenir dessus. On dit que c'est un partage sous la médiation des parents. Ça ne peut pas être remis en question à l'ouverture de la succession. Ça ne peut pas être remis en question à la différence de plusieurs donations successives. C'est l'arme anti-brouille dans les familles, quoi, finalement. Voilà. Comment ? C'est l'arme anti-brouille, quelque part. Exactement. Voilà. On fiche ça tout de suite. Exactement. Et c'est sous la médiation des parents. Les embrouilles. Voilà. Alors, donation-partage conjonctive, donc c'est deux parents vivants. Cumulative, c'est le survivant des parents qui propose à ses enfants de réunir les biens de la succession et les siens propres pour faire cette fameuse donation-partage. Sauf que là, il va avoir une difficulté. Autant c'est possible dans la donation conjonctive de faire une transgénérationnelle, parce qu'en fait, c'est les deux parents qui disent à leurs enfants « acceptez-vous de vous effacer pour que vos propres enfants reçoivent à votre place ». Dans la donation-partage cumulative, en fait, indirect, ils ont déjà reçu les enfants à la suite du décès de leur papa. Donc, en fait, pour que ce soit possible, pour que Aude puisse faire cette opération donation-partage cumulative transgénérationnelle, il faudrait que ses propres enfants, s'ils n'ont pas déjà accepté la succession, renoncent à la succession de leur père pour que les petits-enfants viennent en représentation et ensuite que Aude puisse faire cette donation-partage cumulative. La donation-partage, en effet, bon, on rappelle les avantages, les inconvénients. Bon, c'est donation, c'est partage, vous nous avez dit, donc c'est bien, ça évite les ennuis, en effet, quand au moment d'un décès, 10 ans, disons qu'on ne peut plus remettre en cause les valeurs. Parce que c'est différent du testament, où on est obligé d'attendre la mort du légataire. Et l'intérêt, quand les donations partagent, déjà le donateur peut payer les frais de donation.
c'est pas considéré fiscalement comme une nouvelle donation. Puis tous les 15 ans, vous savez, Fabrice, il y a ces fameux abattements de 100 000 qui reviennent à la base. Donc le testament, en revanche, vous héritez au décès selon la répartition voulue. Mais vous payez les droits de succession tout de suite, tandis que si la personne a fait plusieurs donations-partage sur plusieurs années, on peut bénéficier à chaque fois de ces abattements successivement. C'est très bien. Bon. Et en se réservant l'usufruit, ce qui permet encore aussi une réduction des droits. Tandis que quand vous recevez au décès, c'est plein pot. Vous savez, l'usufruit, je pense qu'il faudra y consacrer un dossier complet, l'acte de la semaine. Je pense qu'on y viendra assez rapidement au mois d'avril. Avec ses incidences sur l'impôt de fiscalité immobilière aussi. Bon, on va prendre une troisième question. Stéphanie à Biscarrosse, dans les Landes, qui nous dit... Joli pays aussi, Biscarrosse. Biscarrosse. Bon, pardon, je ne vais peut-être pas bien prononcer. Pays du foie gras. Oui, alors attendez, ce qu'elle nous dit, là, c'est moins drôle. Mon père est décédé, laissant 4 enfants, décidément. Vu le patrimoine qu'il laisse, le notaire nous dit que nous aurons des droits de succession à payer. Peut-on les prélever sur l'argent laissé par notre père? Bon. Évidemment. Avant de répondre simplement, Nathalie Cousigou-Suas, de façon générale, en matière de succession, combien paye-t-on? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le papa de Stéphanie. Hein. Il est décédé. Mais souvent, lorsque, par exemple, une personne décède en laissant un conjoint, par exemple, si Stéphanie avait encore sa maman, déjà, on ne serait taxé que sur la moitié des biens s'ils étaient mariés en communauté. Mais en fait, chaque enfant a une franchise fiscale de 100 000 euros. Donc là, il faut que la succession du papa de Stéphanie dépasse 400 000 euros. Alors justement, avant ça, comment on calcule le montant des droits de succession? Il y a plusieurs étapes nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inventaire des biens, on détermine la part de succession. Expliquez-nous. Alors par exemple, dans les pays anglo-saxons, pour faire court, par exemple aux États-Unis, c'est la succession globale qui est imposée. Hein, on en a entendu parler récemment, hein, Fabrice. Hein. Tandis qu'en France, c'est imposé par tête, par héritier, et chacun un abattement. Hein. Et bien donc, en fait, le notaire va faire l'état du patrimoine de la personne. On a 6 mois pour payer les droits de succession, donc il ne faut pas traîner si la personne est décédée en France. Si elle est décédée à l'étranger, on a 6 mois de plus, on a un an, on a 12 mois. Hein. Donc il y a 6 mois pour faire ce qui s'appelle cette déclaration de succession et payer les droits de succession corrélatifs. Alors, sauf qu'il y a des possibilités de paiement fractionné et différé quand il y a un usufruitier toujours. Hein. Alors, donc, possibilité de réduction, d'abattement aussi ou pas? Alors, abattement, 100 000 euros. Réduction, plus. La loi de finances a supprimé cette fameuse réduction qu'il y avait pour 3 enfants ou plus. Donc, c'est 100 000 euros par enfant. Et ensuite, c'est des tranches qui vont rapidement à 20% pour les... Et ensuite, beaucoup plus. Et on est obligé de payer à chaque fois? Une seule fois. On paye une seule fois. À chaque fois, à chaque décès, c'est ce que je veux dire. Voilà, oui. Mais on peut demander aussi un paiement différé. C'est-à-dire que s'il y a un conjoint survivant qui est usufruitier, les enfants qui n'appréhenderont rien, puisqu'on a bien compris qu'ils appréhendent la nue propriété, mais que le survivant reste à la tête de tout. Les enfants peuvent demander avec un intérêt du fisc à ne payer qu'au second décès. Donc pour répondre à la question de Stéphanie qui nous dit, voilà, donc est-ce qu'on peut prélever ces droits de succession sur l'argent laissé par le père? C'est possible. Mais bien sûr, sauf qu'ils vont payer des droits. Soient d'accord. Bien sûr, et tout à fait, et ils vont payer des droits sur ces sommes d'argent. Qui vont servir à payer les droits de succession. Tandis qu'effectivement, s'il y avait eu des donations régulières, le papa aurait pu prendre sur ses économies qui n'auraient pas été taxées pour payer les droits de donation. En tout cas, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de liquidité pour vous payer, vous, les fameux frais de notaire quand même. Alors, les frais de notaire, Fabrice, vous savez bien que ce n'est pas pour nous. Les frais dits de notaire, c'est essentiellement des taxes fiscales et la rémunération du notaire, elle est fixée par l'État. Tout juste. Hein. Donc, c'est une faible, si je puis me permettre, une partie... relativement moindre que les frais fiscaux. Bon, et ben voilà, c'est très très bien, encore une fois, examen réussi. Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris 5e. Vous êtes sympa, voilà, continuez à nous abreuver de vos questions. Le club du droit, @bfmbusiness.fr. Le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Oui, les notaires sur tous les fronts, ils étaient venus donner des conseils à tous ceux et toutes celles qui ont envie de quitter la France. Lors du salon S'expatrier, mode d'emploi, c'était fin mars à Paris, où ils répondent à ceux qui ont le projet de vivre à l'étranger ou de développer leur activité en dehors du territoire. Le reportage commenté par Erwan Maurice. Le saviez-vous en effet? Les chiffres sont éloquents. On estime entre 2 et 2,5 millions le nombre de Français établis hors de France. La moitié des expatriés sont en Europe. Parmi eux, autant de femmes que d'hommes et un bon tiers de jeunes de moins de 25 ans. Alors pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux à vouloir résider à l'étranger? Pourquoi je veux aller voir ailleurs?
parce qu'on a déjà fait l'expérience de l'international et que ça nous intéresse beaucoup au niveau ouverture d'esprit, et parce que la France, on a fait le tour. Parce que je suis tombé amoureux d'un pays qui s'appelle la Norvège. Voilà, donc c'est pas pour fuir la France, c'est parce que j'aime la Norvège. Mais avant de partir en Norvège ou ailleurs, et pour réussir son expatriation, la préparation est primordiale. Il y a un certain nombre de démarches à effectuer avant de partir. Maître Sébastien Collet, notaire à Laval. C'est nécessaire avant de partir de venir consulter son notaire pour des tas de raisons, pour le régime matrimonial, pour les successions, pour la transmission de son patrimoine à ses enfants, et également des questions professionnelles par rapport à l'installation d'une entreprise, le transfert d'une société, etc., etc. Problématique aussi autour de la santé, l'assurance chômage à l'international, la retraite et aussi la fiscalité, sujet essentiel au cœur de ce salon. Anne-Laure Chénaud de la Caisse des Français de l'étranger. Les impôts sont présents et c'est le seul salon où ils sont présents chaque année. Donc voilà, beaucoup de gens sont aussi intéressés pour poser leurs questions au niveau fiscal. Parmi les pays cités par les volontaires au départ, le Canada en tête devant les États-Unis et le Royaume-Uni. Voilà, merci à tous. Rendez-vous dans quelques jours dans ce Club du droit sur BFM Business, à la télé, à la radio. On évoquera les successions. Excellente semaine à tous.